bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, le rendez-vous consacré aux arts et au spectacle. Nous allons vous emmener au Kenya aujourd'hui, dans les coulisses du Coke Studio. C'est un genre de télécrochet qui fédère plusieurs pays d'Afrique. Au sommaire également, la littérature israélienne honorée par la France. Le célèbre Meir Shalev vient de recevoir une belle médaille. Nous ferons le portrait de cet écrivain. Et puis nous célébrerons un anniversaire très spécial, la guitare Stratocaster qui fête ses 60 ans dans la main gauche de Jimi Hendrix. Elle avait un son pas possible et de fait, il la brûlait après. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. On commence d'abord par une vidéo qui fait le buzz. Le célèbre musée d'Orsay, en France, à Paris, consacre une exposition au Marquis de Sade. Et comme à son habitude, le musée donne une carte blanche à des vidéastes pour faire la promotion de l'exposition. Alors le résultat est très osé. C'est une vidéo qui montre une chorégraphie suggestive à la limite du porno et qui évoque la thématique de l'exposition dédiée au Marquis de Sade. La thématique, c'est le désir, le bizarre et le monstrueux. Autant vous dire que la vidéo tourne à fond sur Internet. En cette période de prix littéraires et de prix Nobel de littérature, la littérature israélienne est à l'honneur. Cette semaine, l'écrivain Meir Shalev a été honoré par la République française. Il a reçu le titre de chevalier des arts et des lettres. Ça s'est passé dans la résidence de l'ambassade de France à Jaffa. Antoline Lem avec Charlotte Attal y était. Meir Shalev est l'un des plus célèbres écrivains israéliens, au même titre qu'Aleph Bet, Yehoshua, David Grossman ou Amos Oz. Avec toutefois une petite différence, il pratique un humour fin, cocasse, proche de l'humour anglais, pince sans rire. Ses livres ont été traduits en 26 langues, dont le français. Meir Shalev est publié entre autres chez Gallimard. Il était donc presque normal qu'il reçoive le titre de chevalier des arts et des lettres par l'ambassade de France en Israël. Je pense que la littérature locale est toujours la meilleure des littératures universelles parce que finalement les gens sont tous curieux des autres manières de vivre et de se trouver des points communs. Et c'est peut-être ce qu'ils ont retrouvé en lisant mes histoires. Meir Shalev est né en Israël en 1948, la même année que la création de l'État hébreu. Ses livres racontent avec finesse le quotidien de son pays et sa complexité. Son travail correspond à des scènes typiquement israéliennes qui ont une portée internationale. Son premier roman Que la Terre se souvienne est sorti en 1988. Depuis, il a écrit 7 autres livres et a reçu de nombreux prix, dont les plus prestigieux de la littérature en Israël, notamment le prix Brenner pour son roman Le Pigeon Voyageur. Un roman qui a par la suite été adapté au théâtre. L'auteur a également écrit de nombreux livres pour enfants. Un talent d'écriture partagé par sa cousine Zahora Shalev, une célèbre auteure également publiée chez Gallimard. Par ailleurs, il a démarré sa carrière en tant que journaliste politique et il continue d'écrire des rubriques politiques pour l'un des journaux les plus populaires israéliens, Yediot Ahronot. Comparé à ses célèbres compatriotes, Grossman, Aleph Bet Yehoshua, Sayed Kashua ou Edgar Keret, Meir Shalev a une façon bien à lui de s'exprimer sur la situation de son pays qui ne passe pas forcément par le mélange des genres. Je crois que c'est le rôle des artistes ou des écrivains de promouvoir des idées politiques. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont très actifs en politique. Je m'exprime à travers l'écriture de mes textes, mais au fond, je ne veux pas écrire de romans politiques. Je veux écrire mes propres histoires dans mes romans. Néanmoins, lorsqu'on lui demande si la création de 2 États indépendants serait la solution au conflit israélo-palestinien, sa réponse est assez claire. Je ne pense pas que mes rêves ou les rêves de tout autre auteur soient mieux que les rêves d'autres citoyens d'Israël. Si nous n'agissons pas maintenant, j'ai bien peur que les leaders israéliens et palestiniens ne soient pas assez courageux pour se mettre d'accord sur 2 États pour 2 peuples. Et je pense qu'à ce stade de notre histoire, avoir un État binational n'est ni bon pour nous, ni pour les Palestiniens. Et bien évidemment, si Meir Shalev essaie d'éviter de faire des commentaires politiques dans sa littérature, il peut toujours laisser parler ses personnages à sa place. Comme dirait l'une des figures de son roman Que la Terre se souvienne, vous ne pouvez pas lancer une pierre dans ce pays sans toucher un lieu saint ou fou. À suivre, une visite au Kenya du Coke Studio et puis la venue sur notre plateau du réalisateur français Marc Fitoussi, à qui l'on doit entre autres le film Copacabana et La Ritournelle. Mais tout de suite, l'expo du jour choisie par David Gomba.
1650 et jusqu'à sa mort en 1669, Rembrandt vit une période critique de sa vie et de sa carrière. Le maître hollandais vieillit et en plus, il est quasiment ruiné. Ses proches sont eux pour la plupart morts. Son style se fait donc plus rude, plus expressif, plus radical aussi. Autoportrait aux deux cercles, portrait d'un homme aux cheveux blancs, il peint de nombreux portraits et autoportraits et aussi des toiles de grande taille. Il développe de nombreuses techniques reprises par des générations de peintres après lui. Il peint aussi des thèmes qui lui sont chers comme celui de la Bible, à l'instar de la célèbre fiancée juive ou de Bethsabée au bain tenant la lettre de David. C'est donc la dernière phase de la vie du grand maître de l'âge d'or hollandais qu'a décidé de raconter la prestigieuse National Gallery de Londres. Avec 91 tableaux, le célèbre musée londonien est parvenu à réunir des œuvres en provenance du Rijksmuseum d'Amsterdam ou du Louvre parisien. La musique qui adoucit les mœurs, qui prône la paix, blablabla. Est-ce qu'on y croit vraiment? Eh bien, au Kenya, les promoteurs du Coke Studio y croient vraiment. Cette émission musicale est l'une des plus importantes du continent africain. Sa saison 2 a démarré avec le même objectif, faire tomber les clichés bien sûr, mais unir des artistes de pays antagonistes. Le récit, Roger Fima. Salut, voici ma girl Victoria Kimani. Et voici mon boy Flavor. Voici Coke Studio Africa. Flavor est une star de la musique au Nigeria. Il est au Kenya pour le tournage de la saison 2 de Coke Studio Africa, le plus grand programme musical du continent. Comme lui, des artistes viennent des 4 coins de l'Afrique pour jouer en direct devant un public et des millions de téléspectateurs. Flavor est connu pour ses chansons en langue Igbo, parlées dans le sud-est du Nigeria. Je pense que la langue que tu parles n'a pas d'importance, parce que la musique en soi est un langage universel. Ce qui compte, c'est le rythme, l'émotion, l'âme. Commencée en octobre 2013, la saison 1 avait déjà connu un grand succès. Coca-Cola avait alors dépensé des millions dans l'émission qui encourage les artistes africains à travailler ensemble. En tant que Nigérian vivant en Afrique de l'Est, vous le voyez, je peux voir comment les gens se construisent des idées d'année en année qui les empêchent de collaborer. Alors ce que l'on essaie de faire justement, c'est de construire des ponts dans cette Afrique divisée. Depuis son lancement au Brésil en 2007, Coke Studio a aussi produit des émissions au Pakistan, en Inde et au Moyen-Orient. Dans sa saison 2, les artistes mélangent musique traditionnelle, électronique, rock et benga kenyan. Flavor et Victoria Kimani, le Nigeria et le Kenya, sont en tout cas ce soir sur le même rythme. On passe au cinéma maintenant avec, en Israël, le festival du film de Haïfa. Bonjour Marc Fitoussi, vous faites partie des Français qui sont invités à ce festival. Vous y avez présenté La Ritournelle. Vous allez nous dire un peu comment ça s'est passé dans quelques instants. Mais on retrouve d'abord Laetitia Loreni. Bonjour, la spécialiste du cinéma d'I24. Vous y étiez? Oui. Alors, c'est quoi les temps forts? Comment c'est l'ambiance? Déjà, alors, comme vous le disiez, la France est représentée par La Ritournelle, entre autres. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés dans ce festival international du film de Haïfa, notamment du cinéma iranien, avec cette réalisatrice Sepideh Farsi, qui prouve que les femmes sont en force en Iran, en tout cas au cinéma. Elle présente son film Red Rose, qui est une histoire d'une relation assez particulière entre un ancien rebelle contre le gouvernement et une jeune protestante. C'est au lendemain des élections présidentielles de 2009 qui, on le sait, ont été truquées. Donc cette relation très particulière entre ces deux êtres va se construire. Elle dépasse tous les clichés, Sepideh Farsi, dans ce film. Elle a pris des risques pour le réaliser. Elle en a pris d'autres parce qu'elle est venue aussi en Israël le présenter. Et après avoir présenté son film au festival du film de Toronto. L'autre point fort de ce festival, c'est la venue de Tamara Erdé, qui est une autre voix forte du cinéma féminin. Elle est française et israélienne et elle présente This is My Land. C'est un film qui suit des instituteurs dans des écoles indépendantes en Israël qui apprennent l'histoire, et elle va à la recherche de comment on apprend l'histoire à des enfants en Israël et du côté palestinien.
Formidable, merci beaucoup Laetitia. Alors vous, Marc Fitoussi, vous faites partie de ces invités. Vous avez présenté La Ritournelle. C'est une histoire rigolote qui est sortie déjà en France, histoire d'agriculteurs mutants avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Daroussin. Je dis mutants, c'est-à-dire qu'ils changent un peu de vie. Est-ce que ça a fait écho avec, je ne sais pas, les gens des moshav ou des kibbutz dans C'est un petit peu fait écho parce qu'en plus de ça, on a tourné quelques séquences en Israël où justement ce couple se retrouve à découvrir un kibbutz. On avait tourné du côté de la mer Morte, à Kalia. Donc forcément, dès que le mot Israël était prononcé dans le film, dans la salle, les gens applaudissaient, contents de voir qu'Israël était quand même représenté. Bon, ils ont aimé, Ils ont aimé, salle comble, très belle projection, avec un Q&A, donc en fait un débat à l'issue de la projection et des questions très pertinentes. En tout cas, je sentais que le film, les touchait et leur parlait. Alors, vous êtes particulier parce que vous n'avez fait que 4 films. Alors là, vous m'avez dit, il y a Copacabana, La vie d'artiste, La Ritournelle. L'autre film, Pauline, Détective, c'est ça. Et en même temps, vous arrivez à faire tourner des artistes, moi je dirais, bankable. Comment se fait-il que des Podalides, des Isabelle Huppert, des Daroussin se disent, OK, on va tourner avec ce garçon à moitié inconnu? Parce que peut-être que mes scénarios leur plaisent et que les rôles que je leur propose les intéressent. Moi, je sais que... c'est pas si simple, c'est pas si angélique. Non, mais en tout cas, mon premier long métrage, c'était La vie d'artiste. C'est vrai qu'il y avait un beau casting, mais je pense surtout parce que j'écris, je pense que les comédiens ont des partitions à jouer, en fait, dans mes films. Je pense que je fais un cinéma d'acteurs, en fait, où chaque rôle, comme ça, est assez soigné, assez pensé. Donc, ils ont quelque chose à défendre, voilà. Et puis, c'est de la comédie, mais aussi parfois un peu grave. Donc, on oscille entre deux genres, et je pense que ça, c'est ce qui peut séduire, en tout cas, des comédiens qui ont quelque chose à défendre. Laetitia Lorinet, hors micro, vous disiez tout à l'heure que ça vous faisait penser à... Aux comédies des années 50 à Hollywood. Justement, on parlait de certains lame shows de Billy Wilder. C'est des inspirations que vous avez? Oui, des belles références. Oui. Alors, je ne sais pas si j'atteins le niveau de Billy Wilder, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est ce cinéma-là qui m'a donné envie d'en faire. Et des comédies qui étaient très élégantes, très écrites, très soignées à l'image. Tout était pensé, quoi. Et où la femme a un rôle quand même très important. Et où la femme est effectivement souvent héroïne. En tout cas, il y a peut-être souvent même le beau rôle. Alors justement, à propos de femmes, c'est Isabelle Huppert qui accepte de jouer avec vous dans Copacabana et dans La Ritournelle. Comment ça se passe de jouer avec cette star? Vous ça se passe très bien. Vous empêchez, vous hésitez? En fait, moi, le premier film que j'avais fait avec elle, c'était Copacabana. J'avais tourné avec elle et avec sa fille, en plus, Lolita Chama, qui jouait dans le film une relation mère-fille très différente de ce qu'elles sont évidemment dans la vie. Je connaissais d'abord Lolita, c'est elle qui m'a... Elle est très à cheval sur sa vie privée en plus, donc faire jouer sa fille, c'était vraiment Mais elles ont accepté de se lancer peut-être parce que justement le sujet était très éloigné de ce qu'elles sont finalement dans la vie. Et moi évidemment j'étais très très timide et un peu fébrile avant de travailler avec elle, et ça s'est extrêmement bien passé. C'est quelqu'un d'adorable dans la vie, très loin finalement des personnages un peu austères, parfois très glaçants qu'elle peut jouer dans certains films comme ceux de Michael Haneke par exemple. Ah oui, ça c'est clair. Donc on n'est pas du tout dans ce registre-là avec moi, mais en tout cas je lui donne plutôt, je la mets plutôt dans un registre fantaisiste, et ça lui va bien parce qu'elle est, je trouve, comme ça dans la vie. Oui, c'est pas la première. Pardon, non, mais c'est pas la première fois qu'on la met dans un registre fantaisiste. Vous, il y a une patte en plus parce que vous n'êtes pas dans les drames, vous n'êtes pas dans les comédies, vous n'êtes pas non plus dans le cinéma. Je suis dans un entre-deux. C'est un film en fait, en tout cas, ce sont des films doux amers. Avec des moments où elle est franchement drôle et des moments où elle est franchement émouvante. Mais je pense que c'est ce mariage qui a pu la tenter. Alors, Marc Fitoussi, au chapitre des comédies bien lourdes, pas bien lourdes, franchouillardes. Ouais. Voilà, c'est quoi pour vous entre La Chèvre, Les Ch'tis, Samba, là, qui va sortir en France très bientôt? Vous situez où, vous? Par exemple, Samba, je l'ai pas vu, mais j'avais beaucoup aimé Intouchable. Je trouve que pour le coup, une comédie qui est à la fois populaire, mais qui en même temps est très fine, très bien réalisée, très bien jouée. Donc moi je me situe en tout cas, j'essaye de faire des comédies qui aussi offrent un certain regard sur le monde. Copacabana parlait de la précarité, ce film-là, La Ritournelle, parle de l'usure du couple, de la monotonie. La comédie n'est pas... ce qui est un peu dangereux avec la comédie aujourd'hui, c'est d'avoir que de la vanne, c'est-à-dire que du gag sans fond, quoi. Et j'essaye d'avoir des personnages un peu plus fouillés. Et vous écrivez beaucoup, Ouais, j'écris seul, ça me prend pas mal de temps, c'est un travail un peu fastidieux, un peu solitaire, mais donc on a souvent hâte de retourner sur un plateau pour être enfin entouré, quoi.
Et là, vous travaillez sur quelque chose? Donc là, ouais, je suis en train de... J'écris en fait 2 scénarios. Une adaptation qu'une productrice en fait est venue me trouver en ayant vu mes films et m'a proposé un roman, cette fois-ci policier. Donc je m'essaye à ce genre. Ah, ça va être autre chose. Donc ça va être un peu autre chose. Et puis quelque chose sur le monde du travail, peut-être plus proche de la veine Copacabana. Voilà. Très bien, merci à beaucoup vous. Marc Fitoussi, merci Laetitia Loreni. Eh bien nous, on va se quitter sur un riff de guitare, mais pas n'importe laquelle, la Stratocaster, figurez-vous, c'est la guitare mythique, elle a été créée par Léo Fender, Joe Bimbo l'adorait, Jimi Hendrix la vénérait évidemment, elle fête ses 60 ans, on se quitte sur ce riff de guitare. Merci, à demain, même heure.